Bonjour. Jean-François Copé, le secrétaire général de l'UMP, va arriver dans un instant pour une interview avec 3 élèves du CFJ, Alexandre Devecchio, Julie Lotz et Benoît Berthelot, dans le cadre de l'émission Élections 2012 sur la chaîne du même nom, une chaîne pour le web, sur le web, réalisée par le CFJ en partenariat avec YouTube, l'AFP et Twitter. L'émission est produite et réalisée dans son intégralité, y compris les vérificateurs, par des élèves du CFJ. Jean-François Copé, bonjour. Bonjour. Et bienvenue au Centre de formation des journalistes. Vous n'êtes pas candidat, en tout cas pas pour 2012, mais vous êtes une figure majeure de la droite pour la prochaine élection présidentielle. Depuis un an, vous dirigez l'UMP et c'est à ce titre que vous participez aujourd'hui à Élections 2012, une émission en partenariat avec l'AFP, YouTube et Twitter. Alors, un des plus de cette émission, ce sont les 6 vérificateurs. Ce sont 6 étudiants du CFJ, se trouvent juste au-dessus de nous. Ils vont vous écouter très attentivement et en cours d'émission, ils nous enverront si nécessaire des corrections ou des précisions afin d'enrichir le débat sur la précision des faits. Les internautes ont été très nombreux à vous poser des questions et plus de 6000 à voter pour leurs questions préférées. Ils ont posé des questions très variées, ce qui va nous permettre d'aborder des thèmes différents tout au long de l'émission. L'élection présidentielle, la crise, les affaires, le nucléaire. Mais ce qui nous a particulièrement frappé tout d'abord, c'est la virulence, pour ne pas dire la violence du ton de ces questions. Une virulence qu'on n'avait pas, par exemple, perçue à l'égard de François Hollande, mais aussi de Marine Le Pen. Qu'est-ce que ça vous inspire, Jean-François Copé? Mais en quoi est-ce que ces questions étaient virulentes? C'est ce que nous allons découvrir. Je ne sais pas, comme je ne les connais pas, les questions par définition. Ce sont des questions un peu incisives. Vous pensez que ça peut être lié à votre personnalité, qu'on dit parfois assez clivante? Écoutez, je ne sais pas, comme je ne connais pas la virulence en question, je ne peux pas vraiment la caractériser, donc je ne sais pas. Nous sommes de toute façon chargés de modérer ces questions et nous allons commencer tout de suite avec le premier thème, l'économie. Donc l'économie en ce moment, c'est bien sûr et avant tout la crise économique, et c'est dans ce contexte que Bekir a tenu à vous poser cette première question vidéo. Regardez. Bonjour Monsieur Jean-François Copé. Ma question porte sur la crise économique. Pouvez-vous me dire pourquoi les États qui sont élus démocratiquement, la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, pourquoi ces États sont soumis au marché? Au travers des médias, on a l'impression vraiment qu'ils sont soumis. Alors, moi, je ne comprends pas. Demain, je vais aller voter. Je ne comprends pas pourquoi j'irai voter pour des États qui sont soumis à des marchés. Voilà ma question. D'abord, ce n'est pas une question virulente du tout, c'est une question majeure. Nous les avons modérés. Pourquoi vous lui avez fait reposer la question? Non, écoutez, il a posé une question très essentielle. Pourquoi est-ce qu'on dépend des marchés? Pourquoi on dépend des marchés? Tout simplement parce que, du fait de notre situation à nous, pourquoi est-ce qu'on va voir les marchés? Parce qu'on a besoin d'argent. Si on n'a pas besoin d'argent, on ne va pas les voir. Et si nous avons besoin d'argent, c'est parce que pendant 30 ans, nous avons financé notre croissance avec des dépenses publiques croissantes qui ont conduit à des déficits croissants et à la fin des déficits des dettes. Parce que quand vous avez un déficit, pour le financer, le déficit, il faut aller emprunter sur les marchés qui vous prêtent de l'argent et selon la solidité du pays, et le nôtre est très solide, eh bien on paye moins cher de taux d'intérêt. Les pays moins solides payent plus de taux d'intérêt. Le problème, c'est qu'avec les années qui ont passé, on a oublié de dire cela aux gens. Et donc les gens ont oublié que ce sentiment d'impuissance, on a l'impression par exemple que Nicolas Sarkozy aujourd'hui est un peu condamné à être le ventriloque de ces marchés, qu'il est un peu pris en otage de son triple A justement. Non, là pour le coup, autant cette question me paraissait équilibrée, intéressante, autant je trouve la vôtre un peu pas virulente, mais un peu engagée, être le ventriloque. C'est exactement comme si j'allais dire le jour où vous serez devenu un grand journaliste que vous étiez le ventriloque de votre rédaction et que vous serez là uniquement pour dire ce que votre rédaction, qui peut se nourrir de telle ou telle détestation, tel ou tel engagement politique, attend de vous, alors que vous devez vous faire sans doute votre jugement, mais d'abord informer les autres. Donc la question qui est posée est une question... Est-ce que vous comprenez cet internaute qui pense que les politiques sont impuissants? J'allais y répondre. Oui. Donc pourquoi est-ce qu'on va sur les marchés? Parce qu'on a besoin d'emprunter de l'argent pour financer nos propres dettes et nos propres déficits. Et si nous l'avons fait, c'est parce que pendant des années, nous n'avons pas osé dire aux gens, ou vous le dire aux gens, nous, collectivement, qu'en réalité, quand on dépense plus que ce qu'on gagne, un jour ou l'autre, ça se paye. Bon,
Donc la meilleure manière de ne pas dépendre des marchés, c'est de rééquilibrer nos budgets. Et donc, c'est en ça qu'on est très différent des socialistes, c'est que là où les socialistes, avec François Hollande, ont proposé un projet, mais complètement irréaliste, représentant 250 milliards d'euros d'augmentation de dépenses pendant 5 ans, nous on dit on fera zéro dépense supplémentaire d'argent public. Et que ce que nous allons faire, c'est inventer un nouveau modèle de croissance dans lequel on va aller chercher de la croissance, non pas par des dettes, mais par plus de travail, par une réindustrialisation du pays. Voilà, c'est ce qui fait la différence. Et là, à ce moment-là, on réduira nos déficits, on n'aura plus besoin d'aller chercher l'argent sur les marchés et on ne dépendra plus des marchés. Voilà. Jean-François Copé, Nicolas Sarkozy, le président du travailler plus pour gagner plus, n'est-il pas devenu le président du travailler plus pour gagner moins? C'est une question de Jean Danière. Ben, je ne crois pas, non. Je pense qu'en réalité, la crise a été d'une telle violence, et personne ne pouvait la voir venir en 2007, objectivement, hein, ni les socialistes ni nous d'ailleurs, hein, tout le monde était à la même enseigne. Je pense qu'en réalité, ceux qui ont travaillé plus ont pu gagner plus parce qu'ils ont eu la défiscalisation des heures supplémentaires. Donc là, incontestablement, pour eux, ça a été plutôt une meilleure chose, malgré le contexte de crise. Mais le contexte de crise fait que, il n'y a pas eu assez, malheureusement, d'activité pour tout le monde. Donc on n'a pas pu gagner cette bataille-là parce que la crise a contracté l'activité. Est-ce que travailler plus pour gagner plus, c'est un slogan que vous allez garder en 2012 ? Je pense surtout que ce qui est très important, c'est de comprendre qu'on doit travailler plus parce que les besoins sont plus importants. Et que le rôle d'une nation, c'est de mobiliser la force de travail de ses citoyens. Voilà, parce que derrière, c'est de la croissance et puis c'est du pouvoir d'achat pour ceux qui travaillent. Voilà. Et donc, toute notre démarche, d'ailleurs, on a présenté ce projet hier avec Bruno Le Maire et tous nos amis de l'UMP, c'est de dire, voilà, il faut qu'on réindustrialise la France, il faut qu'on comprenne la réalité du monde aujourd'hui, il faut qu'il y ait un Made in France comme il y a un Made in Germany. Et moi, je pense que l'idée qu'il y ait des filières qui soient mieux valorisées, la filière agroalimentaire, la filière verte, la filière santé, la filière nucléaire, qu'il y ait des PME qui grossissent, qu'elles soient des entreprises de taille intermédiaire, comme en Allemagne, qu'on assouplisse la durée du travail, tout ça, ça va permettre de rebooster notre économie. Face à la crise, il y a le problème d'aller chercher la croissance, une nouvelle croissance, et il y a aussi faire des économies. Et on a cette question d'Arnaud de Nîmes qui nous dit « Pour faire des économies, pourquoi ne pas toucher aux allocations familiales des plus riches ?» Bruno Le Maire, notamment, a soutenu cette proposition. Écoutez, on peut débattre de tout. Moi, je pense qu'il faut qu'il n'y ait aucun tabou, d'aucune nature. Je dis juste que ça ne peut pas être une mesure sortie de son contexte. Voilà. Si on est dans une logique de dire tout le monde doit faire des efforts, il y a un vrai travail à faire pour tout le monde, là ça a du sens de dire voilà, donc tout le monde sera concerné par un effort, une démarche à proportion de ses revenus. Donc celui qui gagne beaucoup plus, forcément, il y a une contribution plus forte. C'est d'ailleurs le cas, hein, vous avez vu qu'on a augmenté les impôts sur le revenu de ceux qui ont une tranche de revenus supérieure à 250 000 par conjugal. Par an. Hein. Donc cet effort est demandé, on peut continuer d'en faire, il faut que ce soit juste, voilà. Mais on ne peut pas sortir une mesure de son contexte. Voilà. C'est ça que je ne crois pas bon. Alors toujours dans la crise, il y a aussi une catégorie qui est très touchée, ce sont les jeunes. Clémentine est étudiante et elle nous dit être inquiète par rapport au chômage qui touche cette population. Je vous propose de regarder sa question vidéo. Bonjour, je suis étudiante. J'ai appris que le taux de chômage des jeunes a dépassé les 20% et je voulais savoir ce que vous comptiez faire de nous. Voilà. C'est une statistique qui est extrêmement inquiétante parce qu'elle montre que nous avons des défaillances dans notre système éducatif qui fait qu'un certain nombre de jeunes arrivent sur le marché du travail sans avoir les savoirs fondamentaux, sans avoir une formation qui est adaptée aux besoins de l'économie. Donc pour moi, c'est la priorité absolue. On ne réglera pas le problème en claquant des doigts ou en 6 mois. Hein. On peut, pour une période courte, trouver des formules, ce qu'on appelle les contrats aidés pour les jeunes. Très bien, sauf qu'on a un budget contraint. Moi, je pense qu'il faut repenser complètement l'orientation scolaire. Je pense qu'il faut redonner beaucoup plus de place à l'apprentissage, comme les Allemands, là encore. Hein. Vous allez dire que je fais une fixette sur les Allemands, mais ça marche chez eux. Donc il faut le regarder quand même, parce que nous, on a vocation à travailler la main dans la main avec les Allemands. Je pense par exemple que on ne peut pas entrer en 6e dans ce collège qui est l'univers impitoyable que l'on connaît sans avoir les acquis des savoirs fondamentaux. Donc moi, je suis pour une évaluation avant l'entrée au collège de chaque enfant pour être sûr qu'il sache lire, écrire, compter. Et aujourd'hui, il y a des défaillances. Moi, je suis maire de Meaux. Je vois beaucoup de nos enfants qui ont ce type de problème. Et puis au niveau du collège, moi, je pense qu'il faut arrêter le collège unique. C'est chaque enfant qui est unique, c'est pas chaque collège. C'est pas le collège, je veux dire. Donc
Il faut qu'on ait des systèmes dans lesquels, par exemple, en 4e, 3e, on puisse avoir une initiation à l'apprentissage dans l'enseignement général. Je pense, par exemple, deuxième idée, qu'on devrait imaginer que les collèges soient séparés. Il y a d'un côté les collèges qui font que les 6e, 5e, de l'autre que les 4e, 3e. Parce que voilà, ça permet de faire un accompagnement personnalisé. Et puis ensuite, il y a toute la filière de l'orientation, où on voit bien que beaucoup de nos jeunes ne sont pas suffisamment préparés au marché du travail. Sur cette question, vous voulez faire des économies. Nicolas Sarkozy a décidé de s'attaquer à la fraude sociale. Jean Danière se demande pourquoi il ne s'intéresse pas plutôt à la fraude fiscale. Ah, mais si, ça va de soi. La fraude fiscale est très poursuivie en France. En revanche, ce qui est vrai, c'est que les outils, je peux en parler, j'ai été ministre du Budget, les outils qui existent aujourd'hui pour lutter contre la fraude fiscale sont très performants. Alors que la fraude sociale, c'est moins vrai. Pourtant, la fraude sociale, ça représente 2 milliards d'euros pour l'État contre 25 milliards d'euros par an pour la fraude fiscale. Non, mais c'est de nature très différente. C'est de nature très différente. La fraude sociale aujourd'hui, elle est beaucoup plus difficile à identifier et même à chiffrer, pour tout vous dire. C'est beaucoup plus que 2 milliards d'euros. Je ne sais pas d'où sort ce chiffre, mais c'est beaucoup plus que ça. La fraude sociale, le problème, c'est que aujourd'hui, ce sont des caisses décentralisées qui versent les prestations. Bon. Et le plus souvent, il n'y a pas de contrôle. Or, il y a des abus manifestes qui sont constatés, et je pense que le plan qui a été mis en œuvre par le président de la République, qui vient d'être lancé, va tout à fait dans le sens d'une plus grande rigueur dans ce domaine. Qu'est-ce que vous qualifiez de fraude sociale? Parce que dans la fraude sociale, il y a aussi la fraude des entreprises. On dit que ça, oui, bien sûr. Ça représente près de 80%. Non, ça ne représente pas près de 80%, ça représente effectivement une part importante, mais quand on parle de fraude sociale, c'est évidemment aussi bien pour les entreprises que pour les personnes. Il n'y a pas de distinguo à faire. Vous avez de la fraude sociale chez les entreprises qui sont très importantes, mais ne sous-estimez pas la fraude sociale qui est faite par un certain nombre de personnes. Par exemple, la question des arrêts maladie, enfin, il y en a beaucoup dans ces domaines-là, sur lesquels, honnêtement, on dépasse les bornes, surtout que nous avons la chance d'être dans un des pays les plus généreux au monde. Voilà. Je suis désolé, je vous dis des choses qui doivent vous scandaliser, je vous vois depuis le début, mais c'est la vérité, donc il faut que je vous le dise quand même, il faut bien que quelqu'un se dévoue. C'est pas M. Hollande, très populaire, mais il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui se dévoue pour dire la vérité de ce que nous voyons tous les jours sur le terrain. On a une question. Faire un stage chez vous, vous venez faire un jour un stage chez moi à la mairie de Meaux, vous allez tout comprendre. Éclairage immédiat. Alors on a une question qui a été extrêmement plébiscitée par les internautes qui porte sur le pouvoir d'achat. Elle est très précise. Comment expliquez-vous que le prix du baril de pétrole est diminué et le prix de l'essence à la pompe augmenté? C'est une question de loyer de Courchevel. Le prix du diesel a atteint cette semaine des records. Mais tout simplement à cause de l'effet fiscal qui est lié à l'effet quantité. Lorsque le prix du baril baisse, la consommation de pétrole augmente. Or, le pétrole, vous le savez, donne lieu à un produit qui est l'essence, qui est le fuel, etc., en termes de transformation. Et toute cette chaîne de transformation, à chaque fois, à chaque étape, il y a de la TVA. Voilà. Et donc, quand la quantité augmente, la TVA, s'appliquant sur cette quantité, conduit à ce que le prix à la pompe... Alors effectivement, sur le prix de l'essence, il y a 2/3 du prix qui sont des taxes qui vont à l'État. Les Britanniques, en avril, ont décidé de bloquer le prix de l'essence en gelant ces taxes. Est-ce que si le prix de l'essence atteint par exemple les 2 €, comme ça a été évoqué par Christophe de Margerie, est-ce que dans ce cas-là, l'État doit intervenir? On peut tout imaginer, mais si on le fait, ça veut dire que l'État renonce à une taxe, et à ce moment-là, il faut qu'il le compense, sinon il aggrave son déficit budgétaire. Donc c'est toujours pareil, il faut choisir. Est-ce qu'on doit choisir d'inciter à plus de consommation de pétrole? Est-ce qu'on doit choisir plutôt à inciter à plus de consommation d'énergie renouvelable? C'est toute la philosophie du Grenelle de l'environnement. Nous, on est dans une logique de dire le bilan carbone, c'est capital. On doit surveiller ça de très très près. Les Britanniques n'ont pas tout à fait les mêmes critères. Ils sont beaucoup moins mobilisés que nous sur le développement durable. Et puis par ailleurs, ils ont le pétrole de la mer du Nord. Donc leur problème est très différent. Eux, ils ont un intérêt objectif à consommer du pétrole. Nous, on n'est pas là-dessus. On préfère évidemment faire un mix entre d'un côté le nucléaire et de l'autre les énergies renouvelables, hydrauliques, éolien, ou solaire, photovoltaïque. Alors Jean-François Copé, nous allons continuer dans le thème du pétrole avec cette question de Christophe d'Anglette. Pourquoi le groupe Total, qui vient d'annoncer plus de 3 milliards d'euros de bénéfices au 3e trimestre, échappe-t-il totalement à l'impôt sur les sociétés en France? Alors il n'échappe pas totalement, mais en revanche, c'est vrai qu'il en paye moins que d'autres parce que l'essentiel de son activité est à l'étranger. Alors, et donc à ce titre, forcément, il paye des impôts là où il est installé. Alors, ce qui a été critiqué, c'est notamment le bénéfice mondial fiscal consolidé. Est-ce qu'il ne faudrait pas supprimer cet avantage fiscal
Moi, je veux bien en discuter. Il n'y a pas de débat tabou, là encore. Hein, pourquoi pas? Je dis juste une chose, attention à la compétitivité. Parce que Total a de nombreux emplois en France, pour lesquels il paye des impôts, je veux le rappeler. Il y a des raffineries, il y a des établissements qui donnent lieu à fiscalité. La seule chose, c'est que si jamais nous créons une fiscalité supplémentaire, il faut qu'on trouve le bon curseur, parce que si c'est pas assez, ça va, c'est bien, mais si c'est trop, ça peut conduire à des délocalisations. Et notre but, c'est d'empêcher les délocalisations. Le Conseil des prélèvements obligatoires affirmait que son utilité économique n'était pas démontrée. Et à qui? Cette niche fiscale. Le bénéfice mondial consolidé, c'est ça. pas une niche fiscale. Et fiscale. que de plus, il en coûte très cher au budget de l'État. C'est dans le rapport sur les niches fiscales. Oui, oui, mais sauf qu'on a un peu tendance à tout mélanger. C'est pas une niche au sens habituel du terme, c'est une modalité d'application territoriale de l'impôt. On peut changer, je ne suis pas contre, mais c'est pas ça une niche. Une niche, c'est une incitation à investir en échange d'une réduction d'impôt. Donc là, c'est pas du tout la même histoire. C'est pas une niche fiscale, c'est un régime fiscal. On peut le changer. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je dis juste attention à ce que ça ne crée pas des délocalisations. Voilà, c'est tout ce que je dis. Est-ce que vous comptez changer ça dans votre... Écoutez, j'en sais rien. Il faut en discuter. Moi, là encore, j'ai pas d'a priori. Ça peut être un débat. Je demande simplement qu'on mesure les conséquences à chaque fois des décisions qu'on prend. Voilà. Très bien, donc nous avons assez parlé d'économie, nous allons maintenant passer au thème politique. Les élections approchent, de nombreuses voix l'annoncent plutôt difficile pour la droite, alors la fin d'un système est-elle proche? Tout de suite, la première question. Jean-François Copé, que diriez-vous à ceux qui ont voté Nicolas Sarkozy en 2007 et qui maintenant en ont honte? En ont honte? Eh bien, écoutez, je ne sais pas. C'est une question de Jean. Oui. C'est la question de qui, ça? De Jean. De Jean, d'accord. Jean me donne l'impression qu'il n'a pas forcément voté pour Nicolas Sarkozy. Je ne sais pas pourquoi. Une intuition comme ça. Je crois que c'est pas le même Jean, en fait. Mais Ah bah non, mais il peut y avoir plusieurs Jean. Oui. Il y a un certain nombre d'électeurs quand même qui ont voté pour Nicolas Sarkozy en 2007 et qui, visiblement, s'apprêtent à faire un autre choix. Ah mais attendez, ça c'est la démocratie. Mais après, rentrons sur le fond. On peut regretter un choix sans forcément en avoir honte. Vous voyez, moi je suis plutôt fier de ce qu'a fait Nicolas Sarkozy parce que nous avons eu un chef de l'État qui a vraiment commandé ce pays dans une période de tourmente terrible, terrible. Et je voudrais dire à Jean qu'il imagine rétrospectivement ce qu'eût été la France présidée par Ségolène Royal dans le contexte des 5 années que nous venons de passer. Voilà, ça c'est pour Jean. Pour ce qui concerne ce qu'il convient de dire à ceux de nos compatriotes qui ont voté Nicolas Sarkozy et qui hésitent aujourd'hui, eh bien moi je les invite quand même à regarder ce que proposent les autres et à imaginer que si effectivement, pour telle ou telle raison, on peut avoir été déçu, regretter que telle mesure n'ait pas été prise, telle réforme n'ait pas été aussi loin qu'on aurait pu le souhaiter, il faut bien voir que les deux autres choix, c'est François Hollande ou Marine Le Pen. Voilà. Alors, à ce sujet, il y a Béatrice Moutier qui pose une question. Comment comptez-vous récupérer les électeurs déçus par Nicolas Sarkozy et qui se tournent vers le Front National de Marine Le Pen? Justement, j'allais y venir. J'invite à être très prudent. Parce que même si on n'évoquait pas la différence majeure de valeur qui existe entre l'extrême droite et la droite, et qui pourtant est une réalité. Quelle est cette différence de valeur? Elle est sur à peu près tous les sujets. L'histoire de la droite française n'est pas l'histoire de l'extrême droite française. Ai-je besoin de rappeler ce qui nous sépare dans l'histoire de France, y compris la plus récente? Au-delà de cela, sur les questions de projet, j'ai bien écouté le projet de Marine Le Pen. Je ne suis pas sûr d'y avoir trouvé à aucun moment des réponses à la gestion de la crise. Voilà que sur le plan économique, elle propose que la France quitte l'euro et revienne au franc français. C'est une aimable plaisanterie. Ça va pour un meeting. Mais vous imaginez ce que seraient les premières semaines de la présidence Le Pen si Mme Le Pen était élue présidente de la République et qu'elle annonce urbi et orbi qu'on transforme autoritairement les dettes que nous avons contractées en euros en francs, la conversion immédiate. Ça veut dire que nous passerions de l'euro qui porte sur 17 pays au franc sur un seul pays. Ça veut dire dans la foulée une explosion des taux d'intérêt, une inflation, la ruine de tous les gens qui ont des salaires fixes et des retraités qui ont des pensions fixes. Mais c'est juste une folie. Elle programme la ruine immédiate de notre pays. Voilà. Rien que sur ce sujet-là, j'invite ceux qui veulent voter Le Pen à réfléchir à deux fois. Ensuite, sur les sujets régaliens qui inquiètent beaucoup, à juste titre, l'immigration, l'insécurité, les problèmes, par exemple, du développement des intégrismes fondamentalistes et de tout ce que cela signifie avec les montées des communautarismes.
Je dis juste une chose, c'est pas simplement parce qu'on fait des effets de menton, qu'on veut rayer d'un trait de plume tel ou tel problème qu'on le règle. Hein. Je préfère de loin la politique qui est la nôtre, alors on ne réussit pas à chaque coup, mais au moins on est ferme, on tient bon. Je l'ai montré en interdisant la burqa, nous le faisons sur l'immigration clandestine. Enfin, il y a beaucoup de sujets sur lesquels, permettez-moi de vous dire que les propositions de Le Pen, c'est juste pour faire des effets de menton, mais derrière, il n'y a absolument aucune efficacité. Sur l'immigration, il y a une différence de valeur ou de solution entre le FN et l'UMP? Ça dépend des sujets. L'immigration, c'est un sujet très vaste. L'immigration, la lutte contre l'immigration clandestine, par exemple, c'est un domaine sur lequel nous, à droite, on est très très engagés, parce que l'immigration clandestine, c'est la caution des filières mafieuses, c'est l'exploitation de la misère des gens, etc. Bon, moi, je suis pour une intégration accompagnée, personnalisée, dans laquelle on s'assure que chacun est bien au clair sur une idée, les droits et les devoirs. D'ailleurs, l'UMP, la marque de fabrique, telle que je l'ai déterminée avec l'ensemble de mes amis, c'est que c'est le parti des droits et des devoirs. Nous avons des droits extraordinaires en France, des droits civiques, des droits politiques, des droits sociaux, des droits économiques. Je crois que c'est important qu'à côté, on mette des devoirs, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas s'autoriser en permanence, alors que la France est un pays qui donne beaucoup à ceux qui l'habitent. Vous avez entendu. Nous vous avons entendu sur ce thème. Nous allons passer maintenant au train de vie de l'État, avec cette question de Latous du Québec. Les députés ont refusé de réduire de 10% leurs indemnités. Alors comment les élus du peuple comptent-ils participer au sacrifice qu'ils demandent aux Français pour réduire les dépenses de l'État? Et je n'ai pas connaissance que l'on ait décidé que les Français allaient voir leur salaire, en particulier les fonctionnaires, réduit de 10%. Ça, c'est la Grèce, hein, ou l'Espagne. Donc, moi, je pense qu'il faut éviter la démagogie. Hein. La démagogie, c'est la meilleure manière d'encourager... La position de la droite populaire à l'origine, est-ce que vous sous-entendez que la droite populaire fait de la démagogie, finalement? Il y avait longtemps que vous n'aviez pas parlé, vous avez craqué, vous voyez. Non, là-dessus, les choses sont très claires. Ce n'est pas la droite populaire, c'est un député, membre effectivement de la droite populaire, qui l'a proposé, qui d'ailleurs a été loin de faire l'unanimité, y compris au sein de la droite populaire. Comme vous êtes futur journaliste, vous allez être obligé d'être très précis maintenant, hein. Et donc de bien regarder les choses et d'éviter les caricatures. Donc en l'occurrence, c'est Lionel Lucas qui l'a proposé, qui a été très désavoué par un certain nombre d'autres, pour une raison très simple. C'est que accompagner les sacrifices de nos compatriotes, c'est capital. Mais ce qui serait, à mon sens, très contre-productif, c'est de faire de la démagogie. C'est-à-dire que là où on ne demande pas un effort spécifique sur les salaires, on dise aux députés, bah vous par contre, c'est déjà tellement bien que vous soyez député, hein, que finalement, vous devriez même ne pas être payé. Bon. Et là, on rentre dans un système qui est extrêmement démagogique et qui en réalité porte alors atteinte à l'image même des dirigeants politiques. Pour une raison très simple. L'engagement politique, ce n'est pas un engagement bénévole. C'est toute une vie. Toute une vie. Avec des sacrifices, avec des moments difficiles, avec des attaques. Vous n'imaginez pas les attaques dont nous faisons l'objet. Je ne suis pas sûr que l'un ou l'autre d'entre vous supporterait le millième des attaques personnelles dont nous sommes l'objet, de la part d'un certain nombre de vos futurs confrères, de la part de certains magistrats, de la part de polémistes, qui n'imagineraient pas eux-mêmes de supporter le dixième de ce qu'ils nous adressent. Qui a été très voté par les internautes. Pour eux, c'est peut-être pas de la démagogie, mais plus une question de justice sociale. Non, la justice sociale, ça n'est pas là, monsieur. La justice sociale, ça n'est certainement pas de réduire de 10% autoritairement le traitement des députés, parce que faire cela ne réglerait absolument rien des injustices sociales qui existent. En revanche, ce que l'on peut attendre des députés, c'est qu'ils aient le courage de porter les réformes qui vont permettre aux Français de s'en sortir dans la crise. Et c'est à ça qu'on travaille. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus important et beaucoup plus courageux que de réduire de 10% le salaire d'un député, ce qui en réalité, en le faisant, ne change strictement rien, ni à la dette de l'État, ni même à l'image qu'ont les hommes politiques, parce que si on dira toujours, ah bah, si ils ont réduit de 10%, c'est qu'ils auraient pu faire 20%. Or moi, je me bats, même si c'est impopulaire, même si je suis persuadé qu'il y aura toujours des tas d'internautes qui vont dire « Ah là là, vraiment, hein, toujours les mêmes ces hommes politiques ». Eh bien moi j'assume, je suis fier du métier que j'ai décidé de faire pour mon pays. Ce métier, comme tous les autres métiers, vaut salaire, indemnité, pour permettre que nous puissions, dans une certaine indépendance, faire les choses. Et pour tout vous dire, moi j'ai fait d'ailleurs un choix que j'ai toujours assumé, j'ai fait le choix, après avoir quitté le gouvernement, d'exercer la profession d'avocat. Et de le faire pour avoir une indépendance matérielle vis-à-vis de la politique. Et je l'assume. Et ça ne m'empêche pas de me consacrer à mes administrés, de faire mon travail avec un respect entier et plein de la déontologie, et au-delà des critiques, des attaques personnelles ignobles auxquelles un certain nombre d'entre nous ont droit, sans aucune vérification de personne,
On fait cela pour la France. François Copé, toujours sur les élus, vous êtes député, maire de Meaux, président de la communauté d'agglomération du Pays de Meaux, en plus d'être secrétaire général de l'UMP. On a cette question de Fred du Vaucluse. Êtes-vous pour ou contre le cumul des mandats? Et surtout, êtes-vous pour ou contre le cumul des rémunérations des mandats? Alors, disons les choses très simplement, ce n'est pas tous les cumuls. Moi, je suis pour un cumul. Député, élu local. Voilà. C'est-à-dire que l'idée que l'on puisse, quand on est à l'Assemblée, faire part dans les débats de son expérience d'élu local est majeure. Et inversement, quand vous êtes élu local, si vous avez une expérience nationale, ça vous permet de raconter à vos administrés pourquoi vous ne pourrez pas faire le rond-point cette année, pourquoi vous ne pourrez pas faire telle ou telle dépense, parce qu'il y a une contrainte nationale, etc. Et ça, je crois que cette approche des deux est très importante. Vous voyez, je vous donne un exemple concret. Je suis maire de Meaux, qui est une ville dont la population est, pour une part très importante d'entre elles, extrêmement modeste. Avec des quartiers difficiles, avec des problèmes d'intégration, avec des problèmes de violence, de chômage des jeunes, etc. On travaille beaucoup sur ces questions. Toutes les semaines, je fais une permanence de quartier où je reçois individuellement des gens dont la souffrance et la désespérance est parfois même inimaginable. Bon. Et personne ne la raconte au journal de 20h parce que tout le monde y est indifférent. Le fait que je sois maire, que je puisse apporter bien souvent des réponses, est un élément, je crois, très utile pour ceux qui viennent me voir, mais aussi très important pour moi. Parce que ça permet aussi de relativiser les attaques à Paris, les caricatures. Vous voyez, j'ai eu un débat avec M. Mélenchon la semaine dernière à la télé qui me faisait un grand numéro sur la justice sociale. Je me suis permis de lui faire observer que je n'avais pas le sentiment que la gauche avait le monopole sur la justice sociale et que ce que l'on vit au quotidien fait souvent la différence. Le Parti socialiste a décidé d'inscrire l'interdiction du cumul des mandats pour son programme en 2012. Est-ce que l'UMP va le faire? Non, il ne va absolument pas le faire, mais ce qui, moi, me trouble, c'est que le Parti socialiste inscrit dans son programme le cumul des mandats, enfin la suppression du cumul des mandats, et ne juge pas utile de se l'appliquer lui-même. C'est-à-dire, Monsieur Hollande... 2012. Oui, enfin, quand on croit à ces idées, il n'est pas interdit de les appliquer. Il y a nécessairement un temps d'adaptation, il faut que les mandats se terminent pour mettre en place la réforme. Écoutez, je ne vois vraiment pas ce qui obligeait François Hollande, s'il est vraiment contre le cumul des mandats, à se l'appliquer tout de suite. Franchement, il n'y a aucune raison, aucune. Et il n'était pas obligé de se présenter pour être président du Conseil général de Corrèze. L'idée du cumul des mandats est une idée ancienne au PS, il pouvait tout à fait le faire. Idem pour M. Montebourg, qui est lui, alors, le gag absolu. Parce que Montebourg, c'est son fonds de commerce depuis des années et des années. Je le connais depuis très longtemps. D'ailleurs, à titre personnel, j'ai beaucoup de respect pour lui, même si on n'est pas toujours d'accord. Mais le gars, il est contre le cumul des mandats, mais il est quand même été prendre un Conseil général. Parce que, après tout, comme la loi le permettait, il ne voyait pas pourquoi il s'en... Vous avez compris, je crois, sur cette question-là. Les questions de politique française sont aussi liées aux questions de politique européenne. Et nos internautes ont posé beaucoup de questions sur l'Europe et demandent justement pourquoi les Français n'ont pas plus voix au chapitre sur les questions européennes depuis le très timide oui au traité de Maastricht et le très clair non au référendum constitutionnel. C'est une très bonne question. Je pense que d'ailleurs la campagne présidentielle va être un moment de vérité pour l'Europe et que nous aurons forcément ce débat. D'ailleurs, on va organiser, nous, à l'UMP, une convention dans 2 semaines là-dessus. Il faut parler d'Europe et il faut en parler sérieusement parce que là, on est dans un niveau de blocage très très avancé, très grave. Et on voit bien que l'absence d'institutions claires est un élément supplémentaire de blocage. On n'a pas de gouvernance. Heureusement qu'on a Mme Merkel et M. Sarkozy, parce que je ne sais pas comment on ferait si on n'avait pas ces 2 personnalités majeures pour porter une impulsion en Europe. Par exemple, en 2016, pourquoi être revenu sur le nom des Français par voie parlementaire ? Tout simplement parce qu'il nous fallait une gouvernance. Sinon, on était bloqué sur le traité de Lisbonne du début des années 2000, qui était un traité complètement paralysant pour l'Europe. Donc au moins là, l'avantage, c'est qu'on a pu avoir un embryon de gouvernance européenne. Mais c'était encore insuffisant. Mais pourquoi ne pas consulter directement le peuple ? Je pense que c'était la question. Est-ce que vous êtes contre l'idée d'un nouveau référendum européen ? Écoutez, je suis contre rien du tout. Mais avant, il faut déjà voir de quoi on parle. C'est-à-dire que je pense qu'il faut déjà qu'on ait un accord sur ce qu'on veut faire. Et aujourd'hui, on n'est pas au clair avec les autres pays. Donc il faut qu'on ait une discussion. Et par exemple, les Allemands sont pour l'élection au suffrage universel du président de la Commission. Moi, je suis très réservé là-dessus. Les questions des intervenants. Mais moi, je suis très réservé. La Commission, quelle est sa légitimité ? Ce n'est pas l'instance de décision. C'est une instance qui prépare et applique les décisions du Conseil des chefs d'État et de gouvernement. La Commission a un rôle politique très important. Est-ce que c'est important qu'il devienne une figure de l'Europe élue au suffrage universel ? Il l'est déjà. La vraie question, c'est est-ce que cette figure élue par quand même 500 millions d'Européens, quel serait son rôle ? Ce serait considérable et il incarnerait l'Europe. Non, mais attendez, ça c'est
C'est très abstrait. Le problème n'est pas d'avoir... abstrait, c'est vraiment concret d'élire le président de la commission. Est-ce qu'on va vers le... Ce qui est abstrait, c'est pas... Excusez-moi, ce que je veux vous dire, c'est que qu'est-ce qui est abstrait? C'est pas d'incarner l'Europe, c'est de se poser la question de savoir si vous êtes élu par 500 millions d'Européens, est-ce que vous avez comme seul rôle de présider la Commission ou bien de présider l'Europe? Si vous présidez l'Europe, vous ne pouvez pas être simplement le président de la Commission européenne. Vous devez être le président de toute l'Europe. Et dans ce cas, quel est votre rôle par rapport au chef d'État et de gouvernement? Or, le chef d'État et de gouvernement ne sont pas subordonnés à la Commission. Vous voyez? Donc c'est pour ça que c'est un débat super difficile et auquel j'ajoute un deuxième débat qui l'est tout autant, qui est la gouvernance monétaire, économique. Comment est-ce qu'on imagine demain le rôle de la Banque centrale par rapport au rôle des États? Vous avez bien compris sur ce thème. Nos vérificateurs nous envoient une première vérification. Vous voyez qu'ils sont attentifs. C'est sur Marine Le Pen. Vous avez dit tout à l'heure, Marine Le Pen demande le retour au franc et la conversion immédiate de l'euro au franc français. Or, nos vérificateurs nous précisent, dans le projet du FN, il n'y aura pas de retour à la valeur ancienne du franc, mais le principe 1 euro égale 1 franc pour protéger le pouvoir d'achat. Ben écoutez, là, heureusement que j'ai le secours des vérificateurs, parce que moi je pense que quand on est vérificateur, on regarde bien les questions monétaires et on ne tombe pas dans les panneaux du gadget. Mon problème n'est pas la valeur nominale du franc par rapport à l'euro. Ça, ce n'est pas un problème de dire 1 franc égale 1 euro. Le problème n'est pas du tout là. Le problème, c'est sur quoi, en termes économiques, de valeur réelle, le franc est adossé. Or, on n'est pas tout à fait adossé de la même manière quand on l'est sur une économie avec un PIB équivalent à celui d'un pays de 60 millions d'habitants, 65, ou quand on est une monnaie adossée sur 17 pays représentant un PIB, par définition, 2 fois ou 3 fois plus important. C'est ça le véritable sujet. Donc la valeur d'une monnaie ne se détermine pas par décret, 1 franc égale 1 euro. C'est qu'est-ce qu'on peut payer avec ce franc. Or évidemment, quand on est sur une économie beaucoup plus restreinte, les taux d'intérêt explosent immédiatement parce que la crédibilité de votre monnaie qui est liée à votre crédibilité pour rembourser une dette est évidemment infiniment plus faible. Donc elle peut même dire, si elle veut, que 1 euro, que 1 franc égale 2 euros, 10 euros si ça l'amuse. Mais ça ne changera rien. On est sûr que le débat continuera sur Internet. Nos amis vérificateurs aient bien entendu ma réponse, parce que c'est un point très très important. Ils ont une deuxième vérification pour vous. Et sur cette première vérification, je profite de cette occasion, je suis au CFJ, de dire une chose à laquelle je crois profondément. Je rêve que les journalistes de notre pays investissent autant dans les connaissances de l'économie que de la politique politicienne. Car la politique politicienne, ça passionne, mais croyez-moi, les fondamentaux de l'économie, ça permet parfois d'éviter de mettre de l'idéologie à tous les étages. Regardez comment la presse anglo-saxonne, je ne parle pas de la presse people, je parle de la presse généraliste, travaille ces questions et vous verrez qu'en matière économique, elle est beaucoup plus rigoureuse que la nôtre. Et comme vous incarnez l'avenir, je me permets humblement de donner, un avis de contribuable. Tiens, allez. Alors, donc j'ai une précision à apporter et pour le coup, je ne pense pas que ce soit de la politique politicienne. Nos vérificateurs nous précisent que le magazine Capital en 2009 a révélé que vous perceviez 9 730 € bruts par mois pour vos 3 mandats électoraux et environ 16 000 € bruts par mois pour votre activité d'avocat. Est-ce que vous avez un commentaire sur ces chiffres? Je n'ai jamais fait de commentaire sur aucun de ces chiffres, donc Capital a cru devoir écrire ça, c'est son droit. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie qui relève de ma rémunération publique en tant qu'élu de la nation, pour lequel je rends légitimement des comptes. Et puis ensuite, il y a une partie qui relève de mon activité privée, qui n'a donc rien à voir avec l'intérêt général, ni encore moins avec l'accomplissement de mon mandat politique, et pour lequel je n'ai pas de commentaire à faire, puisque ça relève de la sphère privée. Voilà. Bien, donc Jean-François Copé, après avoir parlé d'économie, de politique politicienne, nous allons passer à la société. Nous allons donc parler de la vie des Français, de leur vie quotidienne, de leurs attentes, de leurs ressentis par rapport à un gouvernement en place depuis 4 ans, avec cette première question. Oui, on entre en matière avec une question sur la sécurité de José qui habite en Seine-Saint-Denis. Nicolas Sarkozy avait promis de nettoyer les cités au Karcher. En bas de mon immeuble, ce sont toujours les voyous qui font la loi. Est-ce que les habitants de banlieue n'ont pas le droit de vivre en sécurité? Si, bien sûr. C'est un sujet auquel je suis très très sensible, puisque à Meaux, nous avons été confrontés à ces problèmes-là ces dernières années de manière extrêmement forte. Je suis obligé de vous dire que d'une ville à l'autre, les situations ne sont pas les mêmes. Parce que d'une ville à l'autre, les maires n'ont pas fait les mêmes choses. La volonté politique au niveau gouvernemental a été toujours intacte, mais on ne travaille pas de la même manière selon les villes dans lesquelles il y a des polices municipales armées ou non, des caméras de vidéosurveillance ou non. Et c'est la combinaison de police nationale, police municipale, vidéosurveillance, parquet, protection judiciaire de la jeunesse, collège et services sociaux, c'est en travaillant ensemble
qu'on arrive à faire quelque chose. Et moi, je vois qu'à Meaux, si la délinquance a baissé de manière spectaculaire, même si les problèmes demeurent, hein, y compris dans les pieds d'immeubles, c'est parce que j'ai mis en place des polices municipales armées avec des caméras de vidéosurveillance qui travaillent en étroite liaison avec les polices nationales. Bien souvent en Seine-Saint-Denis, qu'est-ce qu'on voit? Les maires ne veulent pas en entendre parler pour beaucoup d'entre eux. Et vous parlez de Seine-Saint-Denis... Pas de la responsabilité de l'État sur les élus. Non, pas du tout. Nicolas Sarkozy avait dit qu'il voulait supprimer les zones de non-droit, donc c'est qu'il y croyait. Ces zones de non-droit... Est-ce que c'est pas son échec finalement, l'insécurité? Non, ça je ne crois pas du tout. Non, mettez Hollande, vous verrez vraiment la différence, parce que lui, il veut carrément supprimer les peines planchées, pénaliser les villes qui ont des polices municipales, interdire les vidéosurveillances. Donc c'est vous dire, là vous allez vraiment voir la différence. Là on se retrouve, alors après on en reparle. Non, je crois que la vérité c'est qu'on a besoin aujourd'hui, pour que ça marche, j'en parle en connaissance de cause, de partenariats très solides avec les municipalités. Et très souvent en Seine-Saint-Denis, pour des raisons idéologiques, vous savez qu'il y a beaucoup de mairies communistes et socialistes, il n'y a pas de police municipale. Hein. Et malheureusement, c'est là que ça coûte le plus cher en termes de sécurité. François Copé, une nouvelle question en plein dans l'actualité, une question de Lali. Pouvez-vous m'indiquer quel est le programme de l'UMP concernant les récidivistes en matière de viol et de pédophilie? Bon, c'est un sujet qui est d'autant plus douloureux que je crois que tous les Français ont été absolument bouleversés par ce qui s'est passé au Chambon-sur-Lignon et qui commande un réexamen vraiment approfondi de ces questions, puisque derrière ça, il y a la problématique de la récidive. Hein. Alors, il y a plusieurs pistes sur lesquelles on va travailler. Hein. Il y a la question du partage du secret entre les administrations. La santé, l'administration pénitentiaire, la justice plus généralement, l'école, les services sociaux. Il y a des choses qu'on doit savoir. Et en ne les sachant pas, eh bien forcément, on est mal placé pour faire le travail de prévention. Deuxièmement, je pense que ce que nous avons mis en place depuis le début des années 2000, les centres éducatifs fermés pour les mineurs, mais les grands mineurs, 16 ans, etc., a montré son efficacité. Et je pense qu'il ne faut pas craindre de les déployer en plus grand nombre sur le territoire. Il y a eu 6 lois sur ce sujet en 7 ans. Est-ce que finalement légiférer n'est pas la bonne solution? Est-ce qu'il n'y a pas un problème, par exemple, qui est un manque de moyens? Peut-être. Il y a par exemple un manque de moyens cruel en place de prison, même si la prison n'est pas la seule solution. Les centres éducatifs fermés, il en faut plus. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi, je vous dis, traiter la question du partage du secret entre administrations. Il faut un suivi sans doute beaucoup plus vigilant par rapport à certaines situations. Alors, on parle beaucoup de répression et peut-être un peu moins de prévention. Nos vérificateurs nous apportent une précision. Oui. La protection judiciaire de la jeunesse, ces moyens n'ont pas cessé de diminuer depuis 2009. Ils ont diminué à nouveau de 2% cette année. Il y a eu 347 suppressions de postes depuis 2008 dans ce domaine. Alors d'abord, moi je voudrais dire que je suis totalement d'accord avec les vérificateurs sur le fait que la prévention est absolument capitale. Quand on arrive à la sanction, il est déjà bien trop tard. La prévention, c'est la priorité absolue. La question après, c'est de savoir qui doit s'en occuper. Voilà. La protection judiciaire de la jeunesse est une des institutions qui doit s'en occuper. Ça n'est évidemment pas la seule. La prévention, c'est le boulot des mairies, c'est le boulot des familles, c'est le boulot des associations, c'est le boulot des administrations. Donc je ne crois pas qu'on puisse juger la politique de prévention à l'aune du budget de la protection judiciaire de la jeunesse. C'est très insuffisant. Donc nous allons passer maintenant à une question sur l'environnement. Avec cette question d'Alex de New York, l'abandon de nombreuses promesses du Grenelle de l'environnement ne jette-t-il pas le discrédit sur le travail du gouvernement? Écoutez, moi je ne crois pas, parce que je ne vois pas de quelles sont les promesses à laquelle on a pu renoncer. La seule auquel on a pu renoncer, la seule que l'on n'a pas faite, c'est la taxe carbone. On ne l'a pas fait pour une raison simple, on l'avait votée. Et le Conseil constitutionnel l'a annulée sur la base d'un recours fait par le PS, qui, s'il n'avait pas fait ce recours, on n'aurait jamais eu de problème, on aurait pu la faire. Donc c'est un peu le paradoxe de cette histoire. Toutes les autres promesses du Grenelle de l'environnement ont été lancées, mises en œuvre. Lancées, mais assez ralenties. Vous aviez donc la croissance verte. À quoi pensez-vous, par exemple? Parce que le crédit, par exemple, d'impôt développement durable est largement amputé. Alors, la croissance verte devait créer 600 000 emplois en 3 ans, selon le Grenelle. Est-ce que, justement, ce ralentissement dans la mise en œuvre de ces mesures vous fait revoir ce chiffre à la baisse? Alors attendez, parce que la remise en cause
relative du dispositif fiscal, ce n'est pas du tout par rapport au Grenelle, c'est par rapport à la crise budgétaire qui nous a amené à raboter un certain nombre de crédits d'impôt. Ce n'est pas propre au Grenelle. Hein. Deuxièmement, à revoir en cause deuxièmement, notre inquiétude, c'est que la crise amène à remettre en cause les créations d'emplois pour partie. Mais pour autant, on ne renonce à rien du tout sur la filière verte, qui est une filière majeure. Nous avons lancé dans le domaine des énergies renouvelables des investissements extrêmement importants. Je pense au photovoltaïque et à l'éolien, qui sera l'avenir, hein, qui est un élément absolument essentiel et qui vient compléter ce qu'on appelle le mix énergétique avec le nucléaire. Donc moi, je crois beaucoup au Grenelle de l'environnement. Vous savez, moi, je suis très, très engagé sur ces questions. Je pense que c'est quelque chose de fantastique sur lequel on a une avancée par rapport au reste de l'Europe qui est remarquable. Je suis sûre que le débat... Parce que c'est vrai pour le transport, c'est vrai pour le logement et les économies d'énergie, c'est vrai pour les énergies tout court. Enfin, c'est un spectre extraordinaire. Hein. Le débat va certainement se poursuivre sur Internet, mais l'heure tourne, donc nous sommes obligés de passer au thème monde. Nous allons parler de l'engagement de la France à l'étranger, en Libye, en Côte d'Ivoire. C'est le dernier thème de cette émission, la France en guerre. Comment parler de crise alors que la France a dépensé des millions dans la guerre en Libye? C'est une question de Rosa. Tout simplement parce que personne n'aurait compris que la France, compte tenu des valeurs universelles qui sont les nôtres, et quel que soit ce qu'il puisse en coûter, laisse le peuple libyen bombardé par un dictateur, à quelques encablures de nos frontières, par la Méditerranée. Donc, quelle a été la démarche du président français, comme celle d'ailleurs du Premier ministre britannique? Ça a été d'alerter la communauté internationale et de faire déterminer un mandat des Nations Unies pour intervenir dans les conditions que vous savez, au secours du peuple libyen. Voilà le sujet. Est-ce qu'on ne doit intervenir que quand on n'a pas de crise économique? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Est-ce que ça valait vraiment le coup? Vous avez dit que ça valait vraiment le coup, et après la proclamation de la charia Ça, c'est une autre question, qui est très légitime, mais c'est une autre question. Qui peut regretter aujourd'hui d'avoir empêché un dictateur de bombarder son peuple? Personne. Enfin, je sais pas, je n'ai pas rencontré quelqu'un qui puisse avoir cette idée. Bon. Alors après, bien sûr qu'on est préoccupé de ce que pourrait donner l'éventuelle prise de pouvoir par telle ou telle tendance fondamentaliste, au sens le pire du terme. Mais nous n'en sommes pas là aujourd'hui. Il faut attendre de voir. On est vigilant. On a exprimé un certain nombre de préoccupations. Mais ensuite, il faut laisser la démocratie s'installer en Libye, on verra ce qu'il en est. Voilà. Je crois qu'il ne faut pas préjuger par avance de ce que seront les lois qu'appliqueront des gouvernements élus démocratiquement. Et pourquoi intervenir en Libye plutôt qu'en Syrie, par exemple? Ah, ben non, mais vous savez, en Syrie, on aimerait bien aussi avancer plus vite. Hein. La France est en pointe dans ce domaine. Elle n'a cessé de pousser la communauté internationale à prendre un certain nombre de sanctions, ce qu'elle, d'ailleurs, la communauté internationale a commencé de faire. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, le régime syrien est très affaibli, malgré la violence immonde dont il fait preuve à l'égard du peuple syrien. On voit bien aujourd'hui un régime qui est aux abois. Et là, le choix qui a été fait est un choix de pression diplomatique très forte. Vous le savez, la Ligue arabe, notamment, est intervenue pour condamner le régime syrien. Donc les choses avancent. Est-ce que ça peut aller jusqu'à une éventuelle intervention militaire? Aujourd'hui, ce n'est pas l'option retenue, mais voilà, tout est sur la table. Hein. Vous n'excluez pas? Enfin, ce n'est pas l'option retenue aujourd'hui. Alors, on a une nouvelle question sur la Libye, une question de Robert qui demande pourquoi Bernard-Henri Lévy est-il à l'origine de l'intervention de la France en Libye? Non, il n'est pas à l'origine. Il a fait un travail que peuvent être amenés à faire les grands intellectuels dans le monde entier, qui est d'alerter les opinions publiques internationales et les dirigeants. Et il se trouve que Bernard-Henri Lévy est français, qu'il a alerté le président français qui lui-même était très sensibilisé à cette affaire, et qu'avec beaucoup d'autres, il est apparu que il était nécessaire de refuser l'inacceptable. Et le président de la République a alors pris ses responsabilités de chef d'État, et c'est à l'honneur de la France. Je le dis d'autant plus que tous ceux qui disent, puisque pour reprendre votre formule, ils ont honte de Nicolas Sarkozy, pourraient au moins sur ce sujet... Celle d'un internaute. Ah non, mais j'ai bien compris, je ne vous fais absolument aucun procès d'intention. Je dis que tous ceux qui le disent pourraient au moins accepter cette idée. Allez, je prends mon risque, que sur ce sujet, ils ont été fiers d'être français. Je ne leur demande pas de dire qu'ils ont été fiers d'être présidés par Nicolas Sarkozy, mais au moins fiers d'être français. Malgré tout, je vous rappelle quand même qu'en Libye, au moment de la libération
de la Libye, il y avait des drapeaux français partout, que nous avons invité aux universités d'été de Marseille des jeunes UMP, des jeunes Libyens à venir raconter ce qu'était leur jeunesse, ce que ça voulait dire être Libyen à 18 ans sous Kadhafi, où les jeunes coupaient les portables de peur d'être écoutés quand ils se réunissaient, où un certain nombre de parents étaient mis en prison pour délit d'opinion, et j'en passe, c'est des pires. Hein. Donc, encore une fois, voir les moments de fraternité entre les jeunes Français et les jeunes Libyens, c'était très émouvant. S'émouvoir du fait qu'un philosophe s'ingère, empiète sur une partie de son ministère. J'ai jamais entendu Alain Juppé dire une chose pareille. Retrouvez-moi la phrase, la date, le journal qui a publié ça, je serais intéressé. Je suis sûre que nos vérificateurs vont s'en charger. Ah oui, tiens, les vérificateurs, là. Alors, là, nous allons c'est votre maintenant confrère qu'il faut vérifier, là, c'est pas moi. passer aux questions de l'AFP, parce que traditionnellement, donc, dans cette émission, 3 correspondants de l'AFP vous posent une question vidéo. Donc, je vous propose de les regarder. Première question qui nous vient de Montréal, elle est posée par le journaliste de l'AFP là-bas, Guillaume Lavallée. Au Canada, la dernière étape pour obtenir la nationalité consiste à prononcer un serment de citoyenneté devant public. Le serment se compose de 2 éléments, l'allégeance à la reine d'Angleterre et le respect des lois du pays. Êtes-vous favorable à l'adoption par la France d'une telle mesure? Et si oui, qu'est-ce que cela apporterait à l'intégration républicaine? La question c'est un journaliste, un correspondant de l'AFP, Voilà. c'est ça ? Est très intéressante. Moi, je suis très très sensible à tout ce qui relève de l'engagement pour notre pays, parce que je pense que cette valeur essentielle a été bradée, alors que moi j'ai fait mienne depuis bien longtemps cette phrase célèbre de Kennedy, disant il ne faut pas se demander ce que votre pays peut faire, son pays peut faire pour soi, mais ce qu'on peut faire pour son pays, je crois très important. C'est une manière de rendre un peu à notre pays ce que notre pays nous donne. Bon, l'allégeance à la reine d'Angleterre, je ne le recommande pas pour la France. En revanche, aux lois le fait de respecter les lois de la République, bien sûr, des droits et des devoirs, ça oui, je crois que c'est très important. D'allégeance aux armes, comme non, ça a mais, été proposé. enfin bon, la formule d'allégeance n'était pas bonne, mais en revanche, l'idée de s'engager pour son pays, d'être prêt à s'engager pour son pays si celui-ci, par exemple, était attaqué, et c'est quelque chose de très important. Qui peut dire aujourd'hui, je ne veux pas m'engager pour mon pays si celui-ci est attaqué? C'est pas possible. Une proposition concrète là-dessus pour 2012 ? Moi, je pense par exemple que l'idée selon laquelle le jeune français né de parents étrangers, au lieu d'avoir la nationalité automatiquement à 18 ans, s'il faisait une déclaration d'engagement, de demande de la nationalité française, ça aurait du panache, oui, ça aurait du sens. Bien, donc on va passer à la deuxième question. Oui, c'est une question qui nous est posée depuis Londres par une journaliste de l'AFP à nouveau. David Cameron veut très fortement réduire l'immigration légale dans son pays. Pourtant, d'après l'ONU, réduire l'immigration légale revient à encourager l'immigration illégale. Et surtout, toujours d'après l'ONU, faire venir plus d'immigrés est l'une des solutions au problème démographique de l'Union européenne, qui ne fait pas assez d'enfants. D'ici 2050, on n'aura plus assez de jeunes pour faire tourner l'économie et financer les retraites. Alors, Monsieur Copé, comment vous inscrivez-vous entre ces deux positions, entre une stratégie politique à court terme et une vision à plus long terme portée par l'ONU ? Alors, pour moi, là-dessus, les choses sont très claires. Je ne pense pas du tout qu'on doive séparer les choses. Vous n'avez pas d'un côté l'immigration légale, de l'autre l'immigration illégale. L'immigration illégale doit être combattue, quoi qu'il arrive, sous toutes les formes. Parce que c'est, je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, l'encouragement aux filières mafieuses, il faut être intraitable. Sur l'immigration légale, moi je suis partisan de quotas. Voilà, on ne fait pas tout et n'importe quoi. Les Américains font d'ailleurs ça depuis des décennies. Donc il peut y avoir dans tel secteur sous tension besoin de main-d'œuvre étrangère, très bien, mais la vérité c'est qu'aujourd'hui en France, ce n'est pas le cas, ou peu le cas. En revanche, nous avons une politique démographique qui est très active, et donc nous ne sommes pas tout à fait dans la même situation que d'autres pays comme l'Allemagne, par exemple. Alors, on a une précision des vérificateurs sur Alain Juppé. Donc c'était une info d'Europe 1. Une info off d'Europe 1 qui n'a jamais été démentie par Alain Juppé. Non, mais information off quand même. Hein. Donc j'invite quand même à faire la différence entre l'info off et l'info on, car ne doivent valoir que les déclarations publiques. Sinon, des phrases volées, sorties de leur contexte, on peut en faire absolument ce que l'on veut. Article 1 du bon journaliste de demain. On. Ah ça, je vous le dis on, ouais. On enchaîne avec une question sur le nucléaire qui nous vient de Berlin. Monsieur Copé, vous avez qualifié de folie l'accord passé entre les socialistes et les Verts français sur le nucléaire. Que pensez-vous de la décision de la chancelière allemande Angela Merkel de faire sortir son pays de cette technologie? Quelles sont ses implications pour l'Allemagne, la France et l'Europe? Et vous-même, quels enseignements avez-vous tirés de la catastrophe de Fukushima?
Alors d'abord, je respecte évidemment la décision de Mme Merkel, mais ce n'est pas une analyse que je partage. Voilà, je le dis très simplement. Je pense que la chance de la France est de pouvoir produire 75% de son électricité grâce au nucléaire, que c'est un élément d'indépendance majeur vis-à-vis des autres pays. Ça veut dire qu'on n'importe pas autant que l'Allemagne, par exemple, de gaz, de pétrole venu d'autres pays, la Russie, par exemple. L'uranium qui vient du Niger. Oui, mais comme vous le savez, d'abord le prix de l'uranium est sans commune mesure, et puis ça n'est pas un produit polluant, mis à part la question majeure qui est celle du retraitement des déchets. C'est plus compliqué. Oui, mais vous le savez que ce n'est pas une ressource rare, l'uranium. Beaucoup moins rare que le pétrole. Et donc, encore une fois, je le répète, avec un cours qui est beaucoup moins l'objet de spéculation que le pétrole. Deuxièmement, nous avons aussi là-dessus des sources d'approvisionnement, grâce à l'action d'Areva, qui garantissent vraiment l'indépendance de notre pays dans ce domaine. La question centrale, c'est celle de la sûreté. Elle nous renvoie à Fukushima. Et c'est la raison pour laquelle nous avons développé, nous en France, une filière d'excellence autour de la question de la sûreté nucléaire, qui fait que nos centrales, notre savoir-faire est réputé dans le monde entier. Ce sont, je me permets de le rappeler, des dizaines et des dizaines de milliers d'emplois. C'est la garantie d'une facture d'électricité moins chère pour les Français. Regardez ce qui se passe en Allemagne, où les premières études montrent qu'en 6 mois, cela a coûté, la décision qui a été prise par le gouvernement allemand, 0,1 point de croissance pour les Allemands. Deuxièmement, ce sont des sites industriels très nombreux sur le territoire. J'ai fait un débat avec M. Lang la semaine dernière, j'ai montré une carte de France avec les sites, je lui ai proposé de prendre son jeu de fléchettes et de choisir les sites qui allaient fermer, puisque aujourd'hui tout ça est à l'aveugle et que les socialistes sont complètement irresponsables. Ils ont sous-traité la question nucléaire aux Verts, qui eux en font une question idéologique. Vous voyez le désordre lamentable que tout cela donne aujourd'hui. Donc moi je suis très très opposé à l'option socialiste française. Je pense qu'il faut préserver notre filière nucléaire. Elle garantit l'indépendance énergétique de la France, elle garantit la facture d'électricité des Français, elle garantit des emplois, elle garantit nos ingénieurs et nos ouvriers, ce qui est absolument essentiel. Et puis enfin, encore une fois, ce n'est pas tout ou rien. On développe par ailleurs les filières d'énergie renouvelable, comme le solaire ou l'éolien. Donc il faut continuer dans cette voie. C'est normal qu'Areva intervienne dans le débat public dans ce domaine ? Évidemment, heureusement qu'Areva a rappelé les socialistes au fait qu'ils avaient vocation à être un parti de gouvernement, et que donc ils n'étaient pas obligés de mettre par terre une filière entière qui est celle du MOX. C'est d'ailleurs assez amusant. Les socialistes ont signé un accord avec les Verts dans lequel ils gardent le MOX pendant 5 ans, qui est censé alimenter un EPR qui lui-même va durer 50 ans. Donc ça m'intéresserait de savoir avec quoi on va alimenter l'EPR après. Enfin bon, tout ça fait partie de l'irresponsabilité socialiste du moment. Il est grand temps que M. Hollande, quand même, accepte de faire œuvre de plus de responsabilité sur tous ces sujets. Nous avons une vérification, me semble-t-il. Il n'y a pas de vérification sur ce point, mais on peut passer... Ah ben ça, je m'en doute, parce que c'est vérifié et survérifié. Alors là-dessus, on peut dormir très tranquille. Très bien. Alors avant de terminer cette émission, nous avons une toute dernière question. Une question iconoclaste de Renaud de Perpignan. Iconoclaste mais très votée par les internautes. Jean-François Copé, je vous la lis telle qu'elle. Je voudrais vous inviter à un barbecue ce week-end, mais je ne suis pas marchand d'armes. Comment faire ? Non, il n'est pas iconoclaste. J'ai même plutôt posé de manière sympathique. Écoutez, là-dessus, d'abord, à chaque fois que je peux me rendre à des invitations de mes concitoyens, que ce soit à Meaux ou ailleurs, je le fais volontiers. J'imagine que l'allusion, elle est par rapport à Ziad Takieddine. Je me suis exprimé là-dessus 1000 fois. Hein. Je le fais volontiers d'ailleurs une nouvelle fois. Je l'ai toujours dit. J'ai toujours assumé mes amitiés. Voilà. Donc j'ai une relation amicale, avec d'ailleurs bien d'autres personnes. En l'occurrence, il s'agit de relations qui n'ont jamais eu d'autre caractère que strictement amical. Et encore une fois, je le répète, je l'assume. Peut se permettre d'assumer toutes les amitiés. Dès lors que lui-même est attentif à sa propre éthique et à être un homme droit, et qu'il n'a à aucun moment, jamais, eu de relation professionnelle avec cette personne, pour moi, le sujet est par définition clos, parce que j'ai dit les choses très simplement et en toute transparence. Nos vérificateurs nous interpellent sur ce sujet-là. Entre le 24 et le 26 octobre 2003, vous avez fait un voyage au Liban, organisé et financé par Ziad Takieddine. Non, pas du tout. Vous avez rencontré 4 ministres libanais, 6 députés, un membre du Conseil constitutionnel et le Premier ministre de l'époque, Rafik Hariri. Est-ce que c'était effectivement un voyage organisé et financé par Ziad Takieddine, ce qui était à caractère professionnel? Non, absolument pas. C'était un voyage qui n'a absolument pas été financé par Ziad Takieddine. D'ailleurs, la meilleure preuve,
c'est en cela que parfois la mauvaise foi, mais enfin il faut faire avec, c'est qu'on on a produit un document qui montrait un avoir, qui n'était pas à moi, un avoir à M. Takieddine. Donc c'est bien la preuve que cet argent n'a pas été dépensé, et encore moins pour moi, puisque par définition, il ne l'a pas été, c'est un avoir. Un avoir, c'est quelque chose qui n'est pas dépensé. Donc c'est évidemment pas lui qui a financé ce voyage. Voilà. Deuxièmement, j'ai séjourné chez lui, à son invitation, c'est exact. Pour le reste, j'ai eu des contacts politiques, comme cela se doit lorsque l'on est un responsable politique français. Il est tout à fait normal de rencontrer d'autres responsables politiques du pays dans lequel on se rend. Et cela, je ne vois pas ce que cela peut avoir de choquant. Cela n'a rien de choquant. Est-ce que vous avez retrouvé la Rolex que vous a offert Ziad Takieddine? Pour tout vous dire, non. Mais là aussi, je trouve que tout ça fait partie de ces procès d'intention qui sont quand même pas très élégants. C'était effectivement un cadeau d'anniversaire il y a quelques années. Il y a beaucoup d'autres gens qui reçoivent des cadeaux d'anniversaire. Je ne vois pas très bien en quoi est-ce que tout cela doit nourrir la polémique au-delà du côté parfois un peu haineux que l'on peut retrouver sous la plume d'un certain nombre de journalistes qui parfois même en font leur fonds de commerce en se moquant éperdument des dégâts que cela peut constituer pour les personnes dont ils parlent. Mais c'est vrai que chacun son métier. Moi, je n'ai pas fait le métier de journaliste. Eux n'ont pas fait le métier de responsable politique. Chacun est bien là où il est. Jean-François Copé, la toute dernière question cette fois-ci. Où vous voyez-vous après mai prochain? Je suis incapable de répondre à cette question. Je m'engage beaucoup pour le président de la République. Je souhaite de tout cœur qu'il soit réélu. Et moi, pour ce qui me concerne, je l'ai dit à plusieurs reprises, je souhaite continuer d'animer l'UMP parce que c'est une mission qui me passionne. Tout de même dans l'hypothèse de la victoire du président et dans l'hypothèse de sa défaite. Je ne me place pas dans l'hypothèse de sa défaite parce que je travaille jour et nuit pour aider à ce qu'il gagne. Dans l'hypothèse de sa victoire? Écoutez, on verra bien. Honnêtement, c'est plutôt à gauche qu'on vend la peau de l'ours. Hein. Madame Royal, pardon, est déjà présidente de l'Assemblée nationale. Monsieur Sapin est déjà ministre des Finances. Tous ces gens se répartissent déjà les postes. Ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Vous ne voudriez pas revenir au gouvernement? Comment? Écoutez, j'en sais rien. Aujourd'hui, ce n'est pas mon sujet de préoccupation. Bien, ce sera le dernier mot de l'émission, Jean-François Copé. Merci d'être venu au CFJ. Merci à vous. Merci à notre équipe de vérificateurs et merci à nos partenaires YouTube et l'AFP. Merci.